Yes, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, c'est Michael Burov. Donc je travaille sur des sujets autour de la gamification. Je suis associé avec Alexandre Duhart, qui a écrit entre autres une boîte à outils de la gamification chez Duno, pour vulgariser ce sujet. Et avec notre marque qui s'appelle Feedback, on vient effectivement faire de la sensibilisation, démocratiser des outils, des méthodes pour finalement aider les gens à s'emparer de la gamification. Et on vient aussi intervenir dans pas mal de contextes professionnels, finalement pour aider à passer à l'action. On reviendra sur une définition un petit peu plus tard. Sinon, je suis aussi facilitateur depuis longtemps, effectivement. Entre autres, pour moi, ça a commencé avec Muséomix, où on emmène les gens pendant 3 jours dans des musées pour inventer des dispositifs de médiation. L'idée, c'est en fait, le vendredi matin, ils découvrent un musée. Ici, par exemple, c'était le musée de la carte à jouer, ici, les Moulineaux. Et le dimanche après-midi, à 16h, ils présentent aux visiteurs une nouvelle installation, un jeu, une médiation qu'ils ont créé en équipe pluridisciplinaire pendant 3 jours. Donc, c'est par là, pour moi, que ça a commencé vraiment de m'intéresser beaucoup à ce qui se fait autour de la facilitation. Et depuis, j'ai l'occasion, dans notre pratique et puis dans différents contextes, de le pratiquer en atelier, en hackathon, sur des formats aussi proches du design sprint et finalement sur un prolongement de la facilitation qui est de la facilitation au temps long, sur tout ce qui est l'animation, la construction de communautés. Voilà, voilà. Donc, au-delà de ça, moi, je suis aussi ingénieur. J'aime bien ce petit schéma, on y reviendra après. Mais en fait, en mécanique, ce qu'on appelle un jeu, c'est finalement quand vous avez finalement un cylindre qui tourne dans ce qu'on appelle un alésage, un contenant. Vous allez avoir un jeu qui est finalement ce qui permet que ça bouge un peu et que ça se grippe pas. Et en même temps, si vous avez trop de jeux, finalement, vous n'avez plus d'assemblage mécanique, vous n'avez plus rien qui se passe. Je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, le jeu, c'est finalement le petit espace libre qui est laissé au mécanisme pour se déplacer, pour être libre dans une contrainte et un guide. Euh, on en reparlera dans une définition du jeu, mais c'est aussi assez vrai, je trouve, dans la facilitation, où on est là pour poser le bon cadre, pour que les gens ils soient libres dans ce cadre-là, et qu'ils puissent exprimer pleinement leur potentiel, résoudre les problèmes qu'on cherche à les faire résoudre, etc. Donc voilà, c'était pour la petite analogie avec l'ingénierie. Un point qui m'intéressait, si vous pouvez partager dans le chat aussi, c'est dans quel contexte vous êtes amené ou vous allez être amené à faciliter des groupes. Je vais faire la bascule sur le chat en même temps. Voilà, voilà. J'ai un petit peu de décalage avec vous, je pense. Donc, je vous laisse me répondre. Plutôt Aurore nous dit des communautés, yes. De l'accompagnement d'équipe, de la formation et transformation, des labs chez des clients en tant que consultante, des équipes, ok, équipe, formation, ça revient pas mal, design sprint, entreprise, quotidien, structure, organisation. Yes, je rejetterai un œil après, mais c'est vrai que ça permet un peu de voir, en tout cas, ouais, des cas d'usage assez variés. La bonne nouvelle, c'est que je pense que ce qu'on va voir après, ça s'applique dans pas mal de contextes différents. J'ai mis cette petite slide parce que, en plus, vous qui êtes facilitateur, quand on parle de facilitation, c'est toujours un peu le problème. Alors, quand vous rajoutez une casquette jeu, c'est encore pire. Est-ce qu'on va parler de team building? A priori, non, même si les outils peuvent servir à commencer à créer des liens, à renforcer des choses, etc. Vraiment, moi, j'invite à qu'on ne réduise pas la facilitation et le jeu dans la facilitation à faire du team building. Il y a plein de choses qui existent pour faire du team building très bien. Et on peut surtout faire plein d'autres choses avec de la facilitation et du jeu. Pourquoi amener du ludique dans l'animation de groupe? Je vous ai mis quelques idées, effectivement, de choses que je vois. Donc, faire se rencontrer les personnes. On a ce moment un peu bizarre en début d'atelier où les gens ne se connaissent pas, où il faut aller vers l'autre, ce qui n'est pas le mouvement le plus naturel. Bon, c'est quelque chose où on peut venir aider avec des éléments ludiques. Ouvrir des espaces d'expression. Par moment, effectivement, il faut donner la parole, il faut donner le prétexte, il faut aider les gens à le faire. Et ce n'est pas forcément facile pour les gens. Donc là, pareil, le ludique peut aider. Motiver sur des tâches répétitives. Là, on est dans des applications de la gamification. Mais effectivement, quand vous allez demander au groupe, finalement, de produire, de documenter, de faire des choses régulièrement au long du projet que vous allez faciliter, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir des choses pour motiver sur les choses qui
sont moins motivantes en soi et qu'on a besoin d'enchaîner. Se donner des feedbacks, c'est pas évident, hein, en tout cas en France, de donner des feedbacks, en tout cas des feedbacks positifs et constructifs. Et là aussi, la gamification peut donner le prétexte pour ça. Construire une culture commune, des moments de jeu, c'est des moments où on apprend à connaître les autres. Alors je vais la rater, mais j'essaye quand même. Il y a une des citations que j'aime bien qui dit qu'on apprend plus en 1 heure de jeu avec quelqu'un que en discutant simplement. Et c'est vrai que le jeu étant un moyen finalement de faire des expériences vraiment communes, on apprend à se connaître. Et puis créer, innover ensemble, la créativité, l'innovation, ça peut être pas mal effectivement facilité par le ludique. Donc voilà, est-ce que vous avez peut-être des idées d'autres choses aussi? Je vous laisserai regarder, et puis le partager aussi dans le chat. Là, ça, je vais pas m'appesantir dessus. Certains d'entre vous connaissent peut-être, mais j'aime bien juste poser ça pour qu'on puisse s'en resservir après. Pour moi, le rôle du facilitateur, il est vraiment multiple et donc dans différentes phases du projet. Et je pense que les outils ludiques dont on va parler, certains sont placés à différents moments. Vous avez le rôle d'architecte qui est plus dans la conception amont, le rôle de pilotage qui est plus dans les outils, la dynamique de groupe, organiser le cadre, et le rôle de guide qui est vraiment être sur le sens, les objectifs, aller plus loin, aider la créativité. Et en fait, on verra dans les exemples qu'on va voir, effectivement, il y a des outils pour faire différentes choses. Donc voilà, donc je voulais poser un petit peu ça aussi. C'est l'association internationale des facilitateurs qui a posé un peu ça, et je pense que vous allez trouver pas mal de choses à la fois aujourd'hui et sur internet si vous allez chercher, mais je trouve que c'est un cadre intéressant pour classer ce dont on va parler. Alors on rentre sur une notion un petit peu compliquée, mais pareil, j'avais envie de la placer parce que ça va me permettre d'y faire référence plus tard. Alors désolé pour l'anglicisme, mais pour le coup, j'ai du mal à faire sans sur ce sujet-là. Enfin, c'est un peu compliqué, en tout cas, sur cette slide-là. En anglais, le jeu, on va avoir 2 mots. On va avoir le mot de game et on va avoir le mot de play. En fait, et qui va désigner des choses un peu différentes et qui vont faire le jeu en soi. En fait, le game, ça va être le système de jeu, les règles, le code, le matériel. Alors le jeu, d'ailleurs, j'ai pas fait de définition du jeu, mais quand je parle de jeu, ça peut être du jeu vidéo, du jeu de société, mais même un sport, des pratiques artistiques ludiques, enfin un peu du théâtre d'impro, des choses comme ça. Il peut y avoir pas mal de choses. Donc le game, c'est l'ensemble des règles du jeu qu'on se met. Vraiment le cadre, quand je vous parlais du jeu en mécanique, c'est vraiment la structure qui vient cadrer tout ça. C'est dans un jeu vidéo, c'est même comment c'est codé directement. Le play, c'est l'activité de jouer, c'est comment les joueurs vont pouvoir explorer cet espace de liberté, tester, agir dedans, etc. Je vous parle de ça parce que finalement, avec ce que je vous disais avant, c'est intéressant parce qu'en facilitation, on va vraiment aussi retrouver finalement le système de règles, le cadre, tout ce qu'on met en place, et en même temps la liberté et comment on laisse finalement les participants à notre atelier interagir, explorer, tester et puis faire émerger des choses. Et dans les outils qu'on va utiliser aussi, il y a des outils qui sont plus là pour cadrer et aider à ça. Il y a des outils qui sont plus là pour aider à faire émerger. Donc voilà un petit peu, moi j'aime beaucoup cette distinction entre les deux. Je parle parfois de playful design quand on va être à fond sur comment on fait émerger des choses. Et c'est un sujet qui finalement va se croiser pas mal avec les pratiques de facilitation. Donc voilà. Du coup, j'en viens maintenant à une définition, en tout cas la définition que nous, on donne chez Feedback. Il y a pas mal de gens, finalement, on est sur un secteur qui est, même s'il y a une dizaine d'années, il y a encore pas mal d'acteurs et de définitions différentes. Nous, quand on parle de gamification, effectivement, on parle d'une méthode qui consiste à appliquer des mécanismes ludiques. Donc, on va prendre des choses ludiques et on va les appliquer dans un processus, une application, une situation pour atteindre des objectifs spécifiques qui vont être souvent autour de l'engagement, comment on fidélise, comment on motive, on forme, on implique, on challenge, on récompense. En particulier dans la facilitation, du coup, on va être comment je prends des choses pour m'aider à que les participants ils soient pleinement attentifs pendant tout mon atelier, pour qu'ils diffusent des idées, on va être vraiment sur des choses précises, comme je vous citais avant, effectivement, qu'on cherche à accomplir. Ce qui est important aussi quand on dit ça, c'est qu'on ne cherche pas forcément à faire un jeu. En facilitation, moi, je parle souvent d'ateliers ludiques. Alors peut-être que certains connaissent des outils comme la fresque du climat, par exemple, qui est un outil
finalement, sous forme d'atelier pour, créer une grande fresque avec des cartes sur les causes-conséquences du changement climatique. En fait, on est sur des outils et ça marche pour pas mal d'outils qu'on va voir après. C'est des outils qui vous aident dans la facilitation, mais qui sont pas des jeux autonomes en soi. A priori, on va pas prendre l'outil et s'asseoir autour d'une table et jouer à ça tout seul. Par contre, c'est des outils qui appuient votre facilitation. Et pourquoi je parle de ça? Parce que typiquement, pour moi, on est dans des exemples de gamification où en fait, on n'a pas besoin d'un jeu, on a besoin d'un outil qui vous aide à engager sur votre atelier. Donc voilà un petit peu sur la définition. Alors, je fais juste 2 secondes de pause pour aller regarder s'il y a des commentaires ou des choses. Non, ça, tout va bien. N'hésitez pas pendant. Alors, du coup, comme j'ai pas réussi à partager exactement comme je voulais, je suis obligé de faire le switch, mais je vais essayer quand même de regarder régulièrement pour qu'on puisse interagir aussi avant les questions de la fin, s'il y a besoin. Sur la gamification, alors c'est un terme, effectivement, qui a été, très, très utilisé en termes de marketing et cetera sur les dernières années, et pas forcément toujours bien appliqué. Un point important, pour nous, c'est de pas se contenter de la gamification de surface. Les badges, les classements, les récompenses, les points, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors pourquoi c'est bien? C'est des choses qui sont simples à appliquer, c'est des choses qui marchent bien, hein, et mais qui du coup ont été très, très utilisées dans les dernières années. Ça veut pas dire qu'il faut plus les utiliser, hein, c'est des bons mécanismes, mais il y a plein d'autres choses dans lesquelles on peut aller, puiser, on va en parler juste après, pour faire de la gamification. Et donc, voilà, les jeux ont plus à nous apporter que juste des systèmes de badges, de points, de récompenses, de classements. Chez Feedback, du coup, comment nous on voit ça? Finalement, on a été trier un peu, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous motive dans les jeux? Alors, j'ai pas fait l'exercice, mais si on le faisait ou en tout cas si vous y pensez dans votre tête, si je vous demandais, aujourd'hui tous quel est votre jeu préféré? A priori, vous allez me citer pas mal de jeux différents. Quelqu'un va par exemple me citer, le basketball, quelqu'un d'autre va me citer, les Lego et quelqu'un va me citer, je sais pas, je réfléchis en même temps, va me citer peut-être des jeux, comme le poker. Si on prend le basket, par exemple, c'est quelque chose qui va nous motiver, par exemple, par l'influence sociale, parce que j'aime bien, jouer avec mes amis. Donc je suis là parce que le jeu, je le fais avec d'autres, je le fais en compétition, en collaboration avec d'autres. Mais peut-être que d'ailleurs quelqu'un d'autre sur le basket qui va l'intéresser, c'est la compétence et maîtrise. C'est le fait qu'il y a des challenges, que je m'améliore, que je progresse et cetera. Quelqu'un qui m'a répondu les Lego, il va peut-être me dire: «Bah, en fait, parce que moi, j'aime construire des choses, créer des choses incroyables avec mes Lego» ou pour ceux qui aiment, en numérique, vous avez Minecraft, par exemple, où les gens vont finalement construire des villes virtuelles, vont construire des bâtiments, virtuels. Donc voilà, donc on va avoir la créativité et l'autonomie, on va avoir des gens qui vont être, le poker, on va être sur de l'imprévisibilité et à la fois, des choses autour du social, du bluff et de la stratégie, donc de la compétence et maîtrise. On va avoir des gens sur, l'immersion, donc vraiment de mettre une narration, de mettre du son, de mettre pas mal de choses. Donc voilà, en fait, on vient finalement cartographier, tous les leviers d'engagement, qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver dans les jeux et qu'est-ce qui peut nous motiver. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à 2 choses. Ça va nous servir à la fois à dire: «Tiens, les participants que j'ai, qu'est-ce qui les motive?» et donc à réfléchir, qu'est-ce que je pro et du coup, une fois que j'ai ça, ensuite, on va aller sur qu'est-ce que je propose en face? On le verra dans les exemples, mais par exemple, pour un exemple que j'aime bien, vous avez des applications qui vous motivent à courir. Vous avez Strava, Nike+, qui vont utiliser l'influence sociale. Je me compare à mes amis, je partage sur les réseaux sociaux et de l'autre côté, vous avez, une application que j'aime bien citer souvent qui s'appelle Zombie Run, qui va finalement transformer votre course, quotidienne quand vous allez courir vous mettez vos écouteurs et en fait, vous êtes poursuivi par des zombies qui vous rattrapent si vous courez pas assez vite et là, on va être plus sur l'immersion, sur du challenge, sur d'autres choses. Pour vous dire qu'on peut avoir, pour motiver, pour faire la même action, pas mal de façons différentes, de le faire. Donc voilà sur les leviers d'engagement. C'est des leviers qu'on décline, sous forme, nous, de Gamificart, heu, qui sont un jeu d'idéation, finalement pour générer pas mal d'outils, d'idées de gamification. Donc voilà. On y reviendra effectivement dans les exemples que je vais vous citer. Alors peut-être avant de vous citer, pas mal d'outils et de choses,
J'avais envie de vous parler un peu de comment on choisit des outils ludiques parce que, c'est même un peu plus large parce que je pense que si vous êtes là, il y a des chances que vous aimiez bien aussi les outils de facilitation, des jeux de cartes, des choses comme ça. On en a vite plein qui s'accumulent et la question c'est, à quel moment? Quel est le bon moment? Comment? Heu, Souvent une première question, c'est de quel temps je dispose? Parce que vous avez des outils qui prennent vraiment plus ou moins de temps à déployer, à mettre en place, à expliquer aussi. Parfois, il faut vraiment un temps d'appropriation pour les participants. Quels sont les enjeux? Bah, là aussi et là, on rejoint quand même pas mal la facilitation en général dans la sélection des modules et de ce qu'on fait, mais bien se poser la question aussi, qu'est-ce qui correspondrait à mes enjeux? À quoi sont habitués les gens? C'est une vraie question ça, pour le coup, c'est assez particulier aussi au jeu. En fait, selon le cadre, dans une entreprise, vous avez par exemple un public très disparate avec, enfin voilà, des générations très différentes et cetera. Peut-être ne pas aller trop sur des outils, qui sont trop proches du jeu vidéo, de choses comme ça et qui sont plus aussi dans des choses où les gens sont à l'aise. Après, je dis pas qu'il faut aller que dans des choses que les gens connaissent du tout. C'est juste que et ça rejoint la question du temps, si vous allez sur des choses où les gens sont moins habitués, il faut prévoir le temps, il faut prévoir de les accompagner, il faut prévoir de les aider et il faut aussi tester et regarder. Peut-être qu'il y a certains cas aussi où si vous êtes trop loin de ce dont sont habitués les gens, ça peut vraiment dénoter. Le budget, c'est une bonne question aussi, mais effectivement, parfois, il y a des outils aussi, plus chers à déployer. Est-ce que ça va être régulier? Là, on rejoint aussi un peu la question de est-ce que ça va être, quel temps et quelle habitude? Parce que, si vous avez un outil un peu complexe, alors là, je pense aussi pas mal aux outils numériques, mais que vous allez l'utiliser toutes les semaines dans votre rétrospective, dans votre façon de fonctionner, où vous allez avoir, un cycle de 4 ateliers, ça peut valoir le coup de mettre de l'investissement sur expliquer un outil, et de prendre le temps, finalement de placer ça et avec quels outils je suis à l'aise de mon côté aussi. Alors ça vaut aussi pas mal pour les pratiques de facilitation, mais c'est une vraie question. Allez pas utiliser un jeu ou un outil où vous-même, vous vous dites: «Ouh là, moi je me sens pas trop d'utiliser ça, je suis pas à l'aise avec le parce que c'est un peu trop punchy, parce que c'est un peu trop, dans la provocation, ou c'est trop numérique, ou c'est trop compliqué». En fait, prenez aussi des outils où vraiment, ils vous parlent et pour faciliter, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. Je vois une petite question, j'en profite. Comment connaître les habitudes de jeu du public, cible au préalable? Alors c'est vrai que par rapport à pas mal de mes cas d'intervention où on va concevoir en gamification des dispositifs et du coup on a le temps aussi d'itérer, de s'améliorer. En facilitation, parfois on a besoin de savoir avant. Nous chez Feedback, on a un questionnaire qu'on peut envoyer auparavant avec, un peu, quel type de joueur êtes-vous et qui va nous permettre, de savoir ça. Vous pouvez aussi aller faire quelques entretiens, si vous savez, avec des gens proches du public, où vous allez animer et souvent votre commanditaire ou les managers des équipes ou les gens avec qui vous allez travailler, vous pouvez aussi leur poser un peu la question. Mais effectivement, c'est une vraie bonne question. Moi, parfois, ce que j'utilise aussi, mais alors du coup, c'est plus propre à moi, mais quand je fais de l'atelier gamification, mais de poser la question, justement un peu aux gens, si c'est sur les ice breaking ou des choses comme ça, quel jeu vous aimez bien? Ça me permet de situer aussi, est-ce que les gens sont des, joueurs occasionnels, pas du tout joueurs, gros joueurs? Parce qu'en vrai, le jeu, globalement, c'est pas un souci, majeur, même pour la plupart des personnes, mais par contre, le niveau de complexité, voilà et après pour les publics disparates, moi je pense c'est toujours ça. On va voir sur les outils, mais effectivement, il y a une vraie question de trouver des outils qui sont dans le juste milieu. La plupart du temps, de toute façon, trop compliqué, c'est une mauvaise idée. Heu et en fait, heu et en fait, effectivement, d'aller sur des outils qui sont, faciles à approprier, où vous embarquez surtout les gens les moins habitués en priorité, c'est assez important. Je vous propose d'aller sur quelques exemples, ça mettra un peu plus de concret, sur la théorie et comme ça, du coup, en plus, ça éclaircira aussi peut-être des questions. Hem, alors moi, j'avais un 1er point qui était, alors pour le coup, là, on est sur les usages, presque team building, du jeu, mais du coup, on peut avoir un moyen de se créer des souvenirs communs, des expériences communs avec des jeux coopératifs. À gauche, c'est un petit jeu, pour le coup, c'est un vrai jeu de société qui s'appelle The Mind. Peut-être certains connaissent, où on a des numéros qui vont de 1 à 100. Chacun a un tas, devant lui
et en fait, il faut arriver, sans se parler, à, que chacun reçoit une partie des cartes et on va, mettre dans l'ordre de 1 à 100 au milieu de la table, finalement les numéros. Alors décrit comme ça, en vrai, on a l'impression que ça ne marchera jamais. En vrai, c'est assez magique parce que, on arrive à se synchroniser, à sans parler, à finalement créer un rythme où je mets le 1, puis quelqu'un met le 2, puis si on attend un peu, je me dis: «Bon, bah, personne doit avoir le chiffre, donc je mets le suivant» et du coup, vous avez vraiment une expérience de collaboration collective qui est assez sympa, pas trop longue à mettre en œuvre non plus. Je pense qu'en 20 minutes, c'est fait et on se crée vraiment quelque chose autour de, finalement, de la communication sans communication, une expérience. Voilà, ça peut être un moyen, effectivement, de créer un souvenir commun, quelque chose, pour après aller sur d'autres sujets compliqués. À droite, c'est un dispositif qu'on appelle le stylo collaboratif. L'idée, c'est de faire dessiner vos participants. Alors, vous allez le trouver, hein, sur internet, sur, plusieurs plans de fabrication. J'ai vu aussi que ça peut s'acheter. Heu et du coup, là-dessus, on est sur, finalement, vous avez un stylo qui est tenu par plein de ficelles. En plus, c'est presque covid friendly, même si on est bientôt sorti de là, j'espère. Du coup, où chaque participant va tenir un bout de ficelle et en fait, ils vont devoir faire un dessin collaborativement, chacun en tenant, sa ficelle tendue. Donc voilà, donc là aussi, on est dans l'expérience collaborative. Là, on est voilà, vraiment sur des outils, pour créer une expérience, sur laquelle on va soit pouvoir débriefer après, peut-être pour parler de sujets plus compliqués ou plus liés vraiment à l'activité de l'équipe et c'est parce que c'est quand même des jeux de communication pas mal aussi, même si on n'a pas forcément le droit de parler dans celui de gauche. Voilà pour des petits jeux coopératifs, il y en a plein. Le défi, c'est de trouver des choses, courtes et faciles à expliquer. Heu, un autre outil, qui peut être sympa, c'est finalement des outils qui vous permettent de faire des feedbacks, donc avec entre autres des choses qu'on appelle des kudos. Donc, j'ai vu que ça donc sur LinkedIn, vous avez ça en version numérique où finalement, vous avez des petits templates qui vous encouragent à féliciter un collègue. Vous avez aussi Agile Tools, qui a donné des petits, finalement des petits canevas et là, ça s'imprime et ça se fait en atelier finalement pour donner des petits remerciements à d'autres gens. Donc là, c'est très simple, c'est donner un prétexte, un truc un peu ludique aux gens, pour se faire des remerciements, des feedbacks positifs, entre eux. Donc voilà, une bonne façon, finalement d'aider à ça. Voilà, voilà. Après, on peut aussi, dans des enjeux qu'on peut avoir dans des équipes, c'est d'apprendre du vocabulaire et de la culture commune avec des jeux de questions et de dessins. À gauche. Alors, ça a été pas mal diffusé pendant le confinement. Pour le coup, c'est un outil en numérique, qui s'appelle Gartic Phone, où le principe, c'est que, on va devoir faire deviner un mot, à d'autres gens, sachant que du coup, voilà, moi, je vais recevoir, par exemple, le texte de Crocodile en vacances, je vais devoir le dessiner. La personne suivante va recevoir mon dessin et va devoir en refaire un mot. Donc elle va peut-être dire, crocodile allongé et puis, alors parfois ça se déforme beaucoup plus. On va avoir une succession de passages de dessin au texte, de passage du dessin au texte et en fait, à la fin, c'est assez drôle parce qu'à la fois, on a des dessins improbables et on a des mots qui sont complètement déformés. Ça peut être complètement intéressant dans des contextes de facilitation, formation, à faire, mais en disant: «Le but, c'est de faire deviner des choses qui sont liées à nos métiers, à nos pratiques, à notre culture d'entreprise». Donc voilà, ça peut être un outil en ligne. Vous avez, Codenames aussi. Alors peut-être certains connaissent, qui est un jeu où on fait en fait, on va avoir un ensemble de mots et en fait, le but est de faire deviner plusieurs mots d'un coup, à quelqu'un en donnant un indice qui va faire réf et un chiffre et par exemple, je vais dire 2 et le mot alors, par exemple, je réfléchis en même temps, pas simple, mais oui, par exemple, je vais dire monstre et 2, et du coup, la personne va trouver dragon et Loch Ness, là et là, pareil, c'est un jeu de société du commerce qu'on peut adapter. L'idée, c'est pareil de le faire en utilisant des mots de votre culture d'entreprise, des mots importants ou des mots dans votre thématique de facilitation du jour, peut-être aussi et parce que pareil, en fait, du coup, les indices qu'on donne et ce qu'on donne, ça va faire dire: «Ah, toi, tu penses que ça, c'est relié à ça» et cetera. Ça crée, une discussion commune autour des mots. Donc voilà, ça peut être un outil intéressant. Le jeu aussi peut servir à ouvrir des espaces d'expression. Donc à gauche, vous avez les feeling cards, donc qui est un jeu de facilitation, qui est entre autres, distribué par Souriez-vous jouez, avec plein de smileys assez sympas. Moi, je m'en sers souvent pour une prise de température en début de journée, en début de jour 2 ou en mi-journée.
Ça permet d'exprimer des choses qu'on n'exprimerait pas, en dehors. Moi, mon meilleur exemple avec ça reste quand même des ateliers avec des éco-délégués de classe où, une élève se saisit de la carte en colère et dit, «Je suis en colère parce qu'en fait, on demande à des enfants de réparer ce qu'ont fait les adultes avant». Bon, elle avait le droit de le dire, c'est vrai, mais elle l'aurait peut-être pas dit si je lui avais pas, mis, le prétexte de: «Vas-y, choisis une carte qui dit comment tu te sens et exprime-le, vas-y». Et du coup, voilà, un petit jeu très sympa. Ça peut aussi servir quand vous faites, réfléchir sur l'expérience utilisateur, sur des choses comme ça, pour un peu, bah, voilà, parler d'émotions parce que, ça reste encore trop difficile, pour, beaucoup de monde ou dans les contextes pro d'amener les émotions, d'avoir un petit jeu comme ça, avec des smileys plutôt sympas et tout. C'est une bonne occasion de mettre ça sur la table. Hem, je vous parlais, et c'est là aussi pour vous dire que la gamification, ça ressemble pas vraiment à un jeu forcément, mais quand on dit créativité et autonomie, dans nos leviers d'engagement, d'avoir des tableaux blancs, d'avoir des espaces où on peut écrire sur les murs, où on peut, poser des posters, qu'on peut finalement noircir ou colorer, au feutre. Voilà, ça pareil, ça va aider à ouvrir des espaces d'expression du dessin. Je suis à peu près sûr qu'on a des facilitatrices ou facilitateurs graphiques dans l'assemblée, on est en plein là-dedans aussi. Si vous êtes là pour aider les gens à exprimer leurs idées en images, par exemple, bah, là aussi, on ouvre des espaces d'expression. Un autre excellent exemple, je pense que là aussi, plutôt bien connu, mais l'arbre à personnages, où on va demander aux participants de dire, en fait, vous sur quel, personnage vous vous identifiez le plus, à ce moment-là de l'atelier. C'est pareil, ça permet d'exprimer pas mal de choses «Là, moi, ça va, mais je suis un peu sur une corde parce que, bah, globalement, la technique a pas marché au début du webinaire et puis, du coup, je me suis un peu stressé sur le démarrage». Voilà, c'est pas vrai, hein, ça va bien, mais voilà, un participant va pouvoir, vous exprimer ça, heu et voilà et puis on va avoir des choses, assez sympas où je suis au bord du gouffre et ça serait bien de me rattraper avant. Une autre façon de le faire, j'ai déjà fait, c'est avec des planches de Où est Charlie? Parce que, bah, elles sont assez marrantes et assez variées, et finalement vous demandez aux gens de fouiller dedans pour trouver, le petit personnage, qui marche bien avec ça. Ouvrir des espaces d'expression encore, on arrive au Lego, bah, toujours sur mes ateliers avec des éco-délégués. En fait, j'ai fait un atelier d'une journée où on a co-imaginé, un lieu pour les 12-25 ans, sur l'écologie et le climat et on a fait pas mal de formats d'ateliers différents, un peu comme aujourd'hui avec du forum ouvert, où il y avait possibilité de circuler et entre autres, un des ateliers était de faire une maquette, du lieu avec des Legos, avec des feutres, avec, de la pâte à modeler et là aussi, bah, ceux qui connaissent aussi les méthodes Lego Serious Play et des choses comme ça, on est vraiment dans, finalement les éléments de jeu. Même si on ne les utilise pas, pour pleinement jouer, bah, ça nous met les mains dedans, ça nous met des couleurs, ça nous met des contraintes créatives, ça nous donne envie, bah, finalement, d'y aller, d'exprimer des choses et ça va faire aussi pareil, je sais pas là, je crois que, par exemple, bah, oui, il faut mettre une cuisine parce qu'on va manger dans le lieu. OK et on la met où? Comment? Et du coup, où est-ce qu'on met les espaces où on serait et en fait, du coup, c'est pas tellement la maquette finale, même si la maquette est intéressante, c'est les discussions qui se créent autour de la maquette qui sont intéressantes, dans ce cas-là et qu'on a pu aussi documenter et écrire à côté. Donc voilà, donc le jeu vraiment pour ouvrir des espaces d'expression aussi. Faciliter des discussions, des consensus. Alors là aussi, le jeu, peut permettre pas mal d'être finalement d'aider à avoir des discussions un peu profondes, d'avoir des choses un peu, différentes. Alors à gauche, je vous ai mis, un un jeu, alors pour le coup que je pense que certains maîtrisent mieux que moi même, mais qui est le planning poker et alors je vous la fais rapidement et je pense que là aussi pareil, il y a pas mal de ressources, dessus, mais l'idée, c'est pour avoir des estimations de temps que vont prendre les tâches dans le projet, plutôt que finalement la première personne parle et que les gens, derrière soient influencés par la personne qui a parlé. Finalement, on va tous choisir, de façon fermée, comme au poker, combien on pense que ça va prendre et puis on va partager en même temps, notre estimation et puis on va discuter, faire une moyenne, regarder, ça dépend un peu. Mais en tout cas, voilà, on est sur un outil finalement qui facilite. Je voyais aussi avant qu'il y a des gens qui facilitent du design sprint. Le design sprint fait beaucoup ça avec les gommettes. Finalement, des outils un peu ludiques, colorés, des cartes, des choses comme ça vient aider finalement, bah, la convergence rapide sur des choses. Là où peut-être, bah, en restant dans la discussion, à la fois, on aurait moins bien convergé et on aurait peut-être aussi, bah, finalement eu une moins bonne qualité ou plus de temps pour ça. Petit warning quand même là-dessus sur ces outils-là,
mais voilà, il faut les utiliser en conscience. Ça doit pas devenir des outils pour tuer la discussion, hein, et c'est vrai pour tous les outils ludiques. Il faut pas rentrer dans une, facilitation, mais c'est vrai pour la facilitation en général. Je pense qu'il faut pas rentrer dans une facilitation, mécanique où on enchaîne, outils, jeux, sans laisser la place à la discussion. C'est important aussi, que les choses qui ont besoin d'être exprimées puissent être exprimées. À droite, pareil, un outil que je trouve, assez bien pour forcer les gens à pas être dans leur posture habituelle, et les inviter à prendre une, casquette un chapeau différent pour le coup, c'est les chapeaux de Bono où finalement on va alors moi je les ai faits, sous forme de cartes, pour les utiliser en atelier. Certains les font vraiment avec des chapeaux aussi. C'est juste de dire qu'à un moment de l'atelier, en fait, on va prendre le chapeau de l'optimisme et du coup tout le monde va donner des idées ou un regard sur le projet avec optimisme et ça permet, finalement d'équilibrer les postures, plutôt que de rester, simplement, quelqu'un qui va être, le classique, c'est pessimiste tout le temps, par exemple, ou quelqu'un qui va être que dans l'émotion et cetera. Donc voilà, ça permet un petit peu effectivement d'inciter à avoir d'autres postures. Voilà un petit peu pour des outils pour faciliter des discussions et des consensus. Oui, je reste sur mon exemple de cette journée avec les éco-délégués. Un des autres ateliers qu'on a proposé, c'était de faire des fiches missions, parce que du coup on était, sur quelles va être les missions, dans la société du lieu et du coup on a utilisé un peu des codes du jeu vidéo, de dire c'est quoi les quêtes à accomplir, les quêtes à réussir pour l'écologie et le climat et en fait on a utilisé un peu des codes avec des niveaux de missions. Vous avez des missions de niveau 1, des missions de niveau 2, 3, voilà et puis un arbre aussi où on vient, finalement alors l'arbre a été suggéré et a été fait en cours de route aussi et où on vient positionner les différentes missions et cetera et en fait, le fait de proposer, finalement ce cadre, ces canevas, ces choses à compléter avec des côtés un peu, «Vas-y, dis-moi qu'est-ce qui est de niveau 1, de niveau 3», ça crée pareil, ça crée des discussions, ça aide le consensus et ça motive aussi à documenter vraiment ce qui est pas forcément le plus simple et à converger vers quelque chose en disant: «Bon, maintenant, il faut qu'on remplisse la petite fiche avec la quête, donc on y va, on le met dessus». Donc voilà un petit peu, sur cet exemple-là. Heu et là, effectivement, on est vraiment sur un outil de facilitation de consensus. Il me reste se challenger et innover sur les exemples, où là, du coup, vous allez avoir des outils d'idéation ou de challenge, vous pouvez avoir le concours d'idées. Alors, le fait que vous allez, demander, qui c'est qui c'est des choses que j'ai pas mal fait dans ma vie, d'ingénieur avant sur l'innovation participative où, on était sur, quelle équipe a émis le plus d'idées, on va avoir, un prix pour, l'idée du mois, des choses comme ça. Donc on va être un peu sur le côté, pousser la corde du challenge, pour, pousser les gens à proposer des idées d'innovation, à y aller sur la partie en facilitation qu'on appelle vraiment la phase de divergence, de génération d'idées, où on a besoin que les gens fassent du volume. Un autre outil pour ça, c'est le Crazy 8, aussi, où on va prendre un papier, le diviser en 8 cases et chacun va réfléchir à 8 idées sur le sujet, où on veut et réfléchir avec la contrainte d'en faire des dessins, ce qui, contrainte créative, pareil, va provoquer d'autres idées ou d'autres choses, dans le cerveau que de rester dans le texte et la parole. Ça permet aussi à la fois et là aussi, le jeu est un bon prétexte pour forcer des temps individuels, de dire on fait un temps individuel, puis on partage et aussi pour mettre finalement dans des outils différents. De dire maintenant on dessine, même si on dessine pas bien, on fait un schéma, on fait quelque chose, parce que, ça permet aussi pareil d'utiliser d'autres branches du cerveau. Donc voilà, se challenger, innover, les jeux peuvent aider à ça. Je vais donner quelques conseils pour la route vraiment sur les outils. Donc ne pas tout mettre en même temps. Moi, je trouve c'est si, en tout cas, si en plus, si vous avez une pratique où, vous faites un petit peu et vous avez envie d'en mettre un peu plus, franchement, prenez un outil sur une fois, essayez-le et puis, restez sur ce que vous faites plus d'habitude. Et vous pouvez continuer, au fur et à mesure, vous pouvez en intégrer un peu plus. Le but est jamais d'en mettre trop, de toute façon. Ne pas infantiliser non plus, je pense qu'il faut être, voilà, il faut arriver avec une posture aussi, finalement où, voilà, on explique aux participants, on on peut rassurer aussi. On peut aussi ne pas forcément parler de jeu.
Moi, ça m'arrive souvent, sur certains contextes de pas parler de jeu, de dire: «On va utiliser des outils, on va utiliser des choses». La gamification et ce que je fais de manière générale, il y a des gens qui sont très contents parce qu'on leur dit: «Venez, on va parler de jeu, on va faire un jeu». Il y a des gens, s ils auraient pas poussé la porte si jamais. Alors qu'en fait, concrètement, on est sur un atelier qui reste connecté au sens, qui reste, avec des outils et des choses pour que ça se passe bien. Et puis de choisir et concevoir au besoin, selon votre groupe, votre contexte, votre culture d'entreprise. Là, c'est tout votre savoir-faire de facilitateur, de savoir, finalement choisir, les bons outils, adapter et cetera. Donc voilà sur quelques conseils pour la route. Hem, Effectivement, bah, je vois que le conseil a aussi été donné de commencer un petit groupe de confiance. Oui, bah, d'ailleurs, j'en profite aussi. Hésitez pas, si jamais vous faites de la facilitation, de manière pro ou dans vos contextes pro, à tester avec des groupes de gens que vous connaissez, des réseaux, des communautés, à tester d'abord sur un sujet avec peu d'enjeux, puis à amener ça sur des sujets avec plus. Vraiment, bah, voilà, en fait, de pas se mettre en difficulté, ça sert à rien et puis ça voilà, pour les participants, pour vous, c'est mieux, quoi, d'y aller progressivement. Avant de passer à la partie conception ludique et cetera, bah, quelques bons livres que j'aime bien avec pas mal d'outils. Gamestorming, pour ceux qui connaissent pas, c'est plein de formats de petits ateliers, facilitation, de jeux qu'on peut mettre dans sa facilitation. Alors vraiment la plus, atelier. Passer au design thinking aussi, il y a pas mal de fiches pratiques avec des idées, là-dessus. Pour le nu en numérique et en physique, le site de Carole Lémet aussi, bah, du coup, il y a pas mal de choses, entre autres sur les feeling cards et pas mal de choses que j'ai mis. Il y a des templates murales qui sont assez cool, des cartes Dixit aussi. J'ai pas parlé des cartes Dixit, mais effectivement, les photolangages, c'est aussi un bon outil. Et du coup, hésitez pas, de toute façon, je transmettrai la présentation, et cetera, mais si jamais il y a des choses qui vous manquent ou que je suis allé trop vite sur quelque chose, je pourrais vous les remettre. Concevoir ses propres outils, bah, déjà, ouais, concevoir ses propres outils, c'est pas forcément faire des outils compliqués, mais dans des choses que vous pouvez facilement faire, c'est des jeux de questions, des répartitions de rôles. Alors moi j'ai, parfois j'utilise, un petit jeu de cartes qu'on a fait en interne avec 4 rôles où je vais mettre un gardien du temps, un maître convivialité, ça fait souvent rire les gens, mais ça marche bien, qui est chargé de faire que tout le monde aille bien, qu'on ait à boire, qu'on ait à manger, et cetera. Quelqu'un qui est plus gardien de la parole, qui va être là pour s'assurer que tout le monde parle et puis voilà et un quatrième rôle qui m'échappe pour l'instant, mais ça me reviendra peut-être. Heu, Si, c'est le scribe évidemment, qui c'est qui documente et qui regarde, au fur et à mesure. Vous pouvez avoir plein de rôles différents selon les types de pratiques, les formats où vous êtes. Vous pouvez mettre des mots différents, mais mettre ces petits rôles un peu, ça crée un peu un truc de répartition de tâches, marrant pour les participants parce que finalement, vous créez un peu cette discussion, autour de la table de qui va prendre quelle casquette dans le groupe, voilà. Vous pouvez avoir des jeux de transmission comme le Codenames, que je vous avais montré, vous pouvez facilement les adapter, pour avoir des jeux de vocabulaire de pratique ou, des outils de quiz. Alors là, je vous fais pas la liste, il y en a plein il y en a plein aussi, qui existent. Vous pouvez aussi créer, vos questionnaires en physique et cetera. Mais, effectivement, donc des petits outils ludiques simples et après effectivement, je vous le disais un peu en début d'atelier, on peut parler de concevoir des outils d'atelier ludique. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est plus des outils qui sont de l'appui à la facilitation d'atelier, que des outils, qui sont des jeux en soi. Bah, je vous invite à quand vous faites ça alors, je vais pas détailler la méthodo pour faire ça parce que sinon on est parti, puis il y a d'autres belles conférences dans la journée. Donc, je vais vous donner les points clés que je vois là-dessus. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous cherchez à provoquer? C'est quoi, qu'est-ce que vous attendez comme comportement, comme action de vos participants dans votre outil? Quelles sont vos contraintes? Est-ce que ça s'utilise sur une demi heure, sur une heure, en physique, en numérique? Comment vous faites? Qui sont mes participants? Qu'est-ce qui les motive? Donc, effectivement, on disait, c'est pas forcément évident. Après, j'invite aussi, à aller creuser quand même, et on pourra élargir là-dessus, mais en fait, c'est toutes les techniques, en tout cas pour nous, de recherche utilisateur, UX recherche, on pense à plusieurs mots, heu, pour dire ça, mais c'est vraiment, comment on fait des entretiens avant, comment on regarde un peu, sur un outil ludique que vous allez réutiliser, que vous concevez, c'est hyper important de regarder et puis surtout, ça paraît simple, mais c'est pas si évident pour ça. C'est pas si évident pour les gens de penser et de le faire et je répète, de le faire assez tôt. N'attendez pas d'avoir tout parfait pour le faire, mais prototyper et tester vos outils, c'est vraiment essentiel et bah, pour intervenir pas mal sur des sujets aussi autour de la conception de jeux vraiment, purs et durs, c'est vraiment
Ce qui est spécifique avec le ludique, c'est que ça se vit dans l'expérience et que si on le teste pas, on rate beaucoup de choses et on risque d'arriver après beaucoup de travail à quelque chose où on dit: «Mince, ça marche pas, il faut que j'enlève tout ça». Voilà, voilà. Et ben, pour moi, j'ai à peu près parcouru ce que je voulais vous ouvrir comme perspective, vous donner comme chose. Donc maintenant, je suis assez preneur, je vous mettrai une slide après, mais de vos questions, de vos réflexions. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc on est plutôt bien. Je vois la petite question des conférences. Est-ce qu'elles seront en replay? Normalement, oui. Et du coup, j'attends un petit peu, vos questions. Peut-être en attendant, j'en profite aussi pour tout de suite mettre la slide suivante. Donc, il y a certains ont peut-être vu, il y a un Discord, donc moi je serai disponible pour échanger, pour ceux qui veulent en direct après la conférence un petit peu, voilà. Et on vous remettra les liens là, enfin on va vous mettre les liens. Mais du coup, effectivement, nous avec Feedback, on anime une communauté, alors pour le coup sur encore un autre outil, bienvenue dans le monde merveilleux de plein d'outils différents. Mais avec Slack et entre autres Meetup, on fait pas mal de webinaires sur ces sujets-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir. C'est sur la partie, effectivement, la communauté et tout, c'est gratuit. Globalement, on n'est pas que sur des facilitateurs, mais on est sur des gens qui utilisent du jeu dans le monde professionnel. Et on a pas mal de sujets assez variés, de gens qui font des choses assez variées. Donc c'est assez cool. Voilà, voilà, je retourne à vos questions. Alors, est-ce que j'ai des idées ludiques pour engager des équipes sur des animations de performance? Alors je suis pas sûr, si Laura, tu veux préciser juste ce que tu entends par animation de performance? Je prends la question suivante en attendant. Outils d'idéation pour construire des jeux en se basant sur les leviers d'engagement. Oui, oui, oui. Du coup, cet outil-là, ce sont les gamificards. Donc, alors, j'arrive, je vais récupérer le jeu pour vous le montrer. Hop. Effectivement, me revoilà. Du coup, effectivement, en fait, c'est un jeu de cartes qui vient qui s'appelle les Gamificards et qui du coup vient vous donner pas mal d'exemples sur chacun des leviers d'engagement. Euh, Par exemple, j'aime bien l'immersion, le jeu de rôle. Vous en avez plein. Et j'essaierai de vous mettre le lien, mais sinon, si vous tapez Gamificart en attaché, vous les trouverez. Il y a un kit en PDF de 18 Gamificart que vous pouvez déjà télécharger si ça vous intéresse pour générer des idées. Et effectivement, après, il y a le jeu de cartes complet dont on sert pas mal nous, hein. Donc je refais un petit peu. Effectivement, voilà, l'appel de l'élu dans le sens, hop, les fakers. Yes, donc tiens, je vais faire quelque chose. Hop, j'arrête le partage, ça me permettra de montrer en plus grand. Effectivement, donc avec effectivement pas mal de cartes qui sont triées sur chaque levier. Voilà, voilà. Yes. Et du coup, pour l'animation de performance en usine de production, yes, donc plutôt sur les enfin finalement, ouais, sur ce qu'on appelle soit les rétrospectives en agile ou effectivement sur les réunions hebdo, etc. Un peu, dans des outils ludiques, alors je pense que pour le coup, on est sur des contextes, j'ai travaillé en groupe industriel, donc je prends ce que je connais, mais pour moi, effectivement, on est sur des contextes normalement assez court et intense sur la durée que ça prend. On peut avoir des petits outils, finalement, peut-être sur le démarrage pour un tour de table un peu ludique, peut-être. Alors, je réfléchis, ça peut être vraiment une météo du jour, peut-être avec un tableau blanc où chacun met soit dessine sa météo du jour, soit peut-être même pour simplifier, un truc qui peut être chouette si vous avez des tableaux visuels, c'est d'avoir une échelle une échelle de tout va bien avec un grand smile là, je suis débordé et je me tiens la tête, et où les gens ont peut-être un curseur où ils peuvent se positionner dessus ou quelque chose. Et du coup, ça, c'est assez simple à ajuster en début de réunion ou quelque chose. Je pense que vraiment, il y a cet enjeu. Effectivement, là, pour le coup, on est dans un contexte à la où il faut pas trop parler de jeu, je pense, parce que voilà, les gens en plus
il y a une culture très prod et cetera. Mais effectivement, un petit outil comme ça, peut-être, peut-être faire du mini jeu de cartes, mais vraiment, plus pour se poser une question par semaine ou quelque chose, mais du coup, là, pour poser plus un problème de fond, si on changeait, si on avait, maintenant, j'en sais rien parce que j'ai même des jeux pour ouvrir la discussion. Je sais pas complètement comment c'est évident, comment c'est évident là-dessus. Ouais, mais moi je dirais peut-être effectivement un petit truc d'humeur au début. Effectivement, bah, les feeling cards que j'ai cités, ça peut marcher, même si pareil, je pense que c'est un poil trop smiley et compagnie pour complètement marcher, mais effectivement, une petite échelle, une petite météo, etc. Ça peut marcher. Euh, alors, juste, je regarde pour qu'on puisse vous diffuser les liens. Voilà. Hop. Alors, du coup, je prends les autres questions. Comment on identifie les profils de joueurs dans un public qui, au départ, se positionne comme totalement éloigné de cette posture? Comment promouvoir la gamification auprès des décideurs? 2 bonnes questions, effectivement. Comment on identifie les profils joueurs? Alors nous, alors on a une façon de faire, nous, qui est un questionnaire qu'on est en train de mettre au point, finalement pour trier un peu, bah, justement comment se placent les gens. Souvent, ça peut être aussi, bah, finalement d'aller discuter, enfin finalement le café, de prendre un temps de café, de prendre quelque chose, de poser un petit peu des questions là-dessus. Si vous avez pas trop l'occasion de poser des questions en amont, ça peut être vraiment ce que je vous disais aussi, vous amener des petits outils ludiques, style un petit jeu de cartes, quelque chose, vous voyez comment ça réagit. Effectivement, de voir un peu, vous allez assez vite, voir. Vous avez aussi des gens, hein, qui vont vous dire qu'ils jouent pas parce qu'en fait, ça leur parle pas, le jeu vidéo et les jeux de société, mais qui en fait vont faire un sport, du sport d'équipe, ils vont faire, des choses créatives dans leur vie à côté, ils vont jouer avec leurs enfants. Donc parfois, j'ai des gens qui se définissent comme non-joueurs et en fait, ils sont assez faciles à embarquer. En fait, les gens, ils ont des peurs naturelles, aussi qu'il faut arriver à vaincre parfois. C'est que en expliquant à quoi et pourquoi on le fait. Parce que du coup, et aussi parce que probablement, et on le sait en facilitation aussi, parce que parfois il peut y avoir, ben, finalement des mauvais vécus par rapport à ces choses-là, où on se dit: «Oh non, pas encore un atelier post-it. Oh non, pas encore un jeu où il faut, je sais pas, imiter les animaux de la ferme». Je je caricature un peu, mais c'est vrai, en fait, parfois il y a un mauvais vécu et du coup, il faut y aller tranquillement, les accompagner, enfin moi je pense que c'est vraiment ça. Et pour la gamification auprès des décideurs, là par contre, bah, nous on a pas mal de choses, c'est effectivement un sujet sur lequel on travaille pas mal. Alors là, je peux pas partager ça immédiatement, mais il y a quand même des études qui disent qu'aujourd'hui, on est, énormément de personnes à jouer dans nos vies, perso. Parce qu'en fait, si vous comptez le jeu sur mobile et cetera, que c'est un média qui est clairement engageant. D'ailleurs, vous pouvez aussi, nous, c'est une des façons, qu'on a parfois, nous, on parle d'engagement et pas forcément de gamification selon les cas, parce qu'il y a des endroits où il faut surtout pas parler de jeu. Par contre, si on leur dit: «Bah, en fait, ce qu'on veut, c'est engager les employés», ça, ils comprennent. Donc ça peut. On a effectivement, et effectivement, il faut bien replacer le contexte, à quoi ça sert, qu'est-ce que va vous permettre l'outil. Je reviens sur mon début de conf où je vous parlais de, quels sont vos objectifs avec votre gamification, que les gens, parlent avec pour la grande entreprise, le classique, c'est que les gens parlent avec des gens, des autres services, par exemple. Donc voilà, donc il y a des choses, il y a des choses comme ça. Heu et donc effectivement, convaincre les décideurs, ouais, ça passe pas mal par, finalement réexpliquer pourquoi, comment, heu, réexpliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait. Alors je reprends, normalement il y a d'autres liens qui arrivent aussi, donc dans les liens, de toute façon, au pire, je les donnerai dans le Discord, où on vous les redonnera après, mais effectivement, bah, pas mal de choses. Alors je vais repartager en même temps, vous allez pouvoir les retrouver, sur feedback.io, donc feedback, FIDBAK. Alors je repartage l'écran en même temps, mais hop, donc j'arrive, hop, sur le diapo. Vous allez les retrouver effectivement sur feedback.io. Je vous le mets à l'écran. J'ai écrit pas mal d'articles aussi, sur du coup michaelburov.fr en attaché,
sur, entre autres, sur les ateliers ludiques, sur pourquoi, enfin voilà, comment on peut utiliser le jeu pour faire pas mal de choses en termes de communauté, etc. C'est plus mon site personnel, mais du coup, je parle aussi parfois plus de choses autour de la facilitation. Qu'est-ce que je voulais vous diffuser aussi? Ben, normalement, je regarde si on est bon sur les liens. Voilà. Yes, sur les liens aussi, du coup, on vous a mis aussi, on a fait avec Alexandre Duhart, mon associé, un petit, finalement, un mini cours sur la gamification. Alors, plus sur la gamification en général, mais ça vous donnera pas mal d'idées après sur comment l'appliquer sur vos sujets, finalement, pour faire une introduction à c'est quoi la gamification, comment on l'utilise en tant que méthode, parce que vraiment, bah, nous, notre objectif, c'est de démocratiser le comment on fait, parce que des exemples et des choses chouettes en gamification, on en voit plein. Mais la question, c'est comment on fait. Et puis de trouver des gens aussi qui font déjà parfois, parce qu'il y a plein de choses qui existent. Effectivement, l'escape game, pré-boarding, onboarding, team building, c'est une belle approche. D'ailleurs, escape game ou jeu de piste, mais entre autres, bah, sur notre communauté, on avait fait un webinaire sur gamification et RH, et effectivement, on a quelqu'un qui, chez Auchan, avait fait tout un parcours d'arrivée des employés où il devait aller se prendre en photo dans le bureau de certaines personnes, où il devait faire un certain nombre de défis, etc. Et en fait, bah voilà, vous n'avez même pas besoin de parler de gamification. C'est un parcours de onboarding ludique, si vous voulez. Et en fait, bah, c'est un point clé quand même de faire que les collaborateurs explorent les bureaux, aillent voir les gens sur un truc qui est un peu checklist et répétitif. Bah, ça peut rendre les choses pas mal. Donc voilà, voilà. Je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu, effectivement. Euh, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on est plutôt pas mal. Moi, je suis effectivement avec Stéphane Delbecq, bien vu. Et oui, oui, bah du coup, effectivement, nous après, au sens large, c'est des choses qu'on applique bah, sur de la formation, qu'on applique sur pas mal de choses, avec pas mal d'exemples différents. Voilà. Mais du coup, on va pouvoir, de toute façon, pour ceux qui veulent continuer un petit peu la conversation sur Discord, n'hésitez pas aussi, si vous voulez, à me suivre sur LinkedIn ou à suivre Feedback sur LinkedIn, parce que, bah, avec plaisir pour se connecter, échanger. Et pour le coup, on poste assez régulièrement bah, des actus, des choses, des outils sur ce qui se passe sur la gamification. Bah, régulièrement aussi des choses autour de la facilitation et des communautés. Parce que bah, le grand point commun et pourquoi je trouve ça fait pleinement sens aussi de parler de tout ça, c'est que bah, c'est vraiment la question de l'engagement dans le fond, de comment on fait pour que les gens soient moins spectateurs et plus acteurs. Et c'est le cas dans vos facilitations, c'est le cas dans nos communautés, c'est le cas dans des événements comme aujourd'hui. Et puis c'est le cas aussi dans la plupart des dispositifs gamifiés qu'on peut être amené à voir. Voilà, voilà. Donc, merci à vous. Je regarde s'il y a encore une ou l'autre question. Et puis, on est pas mal. Ou s'il y en a qui ont besoin que je revienne sur une slide, c'est pareil. Comment on peut accéder au diaporama? C'est une très bonne question. Euh, je... Je vais regarder comment on peut faire. Tac, tac, tac. Je vais regarder comment on peut faire. Bah, après, le plus simple, à la limite, ça peut être de m'écrire sur Michael @feedback.io. Vous me mettez et puis je vous envoie un PDF. Ça peut être une bonne façon que je vous l'envoie s'il y en a qui veulent le diaporama, ou vous m'ajoutez sur LinkedIn, vous me le demandez et je vous enverrai ça. Et sinon, je pense qu'on essaiera de le diffuser. Je verrai avec l'équipe d'organisation. Je pense qu'ils ont prévu des choses, mais voilà, voilà. Est-ce que nous pouvons tester justement au sein de la communauté? Est-ce qu'il y a des temps dédiés en journée, en soirée? Bah, sur Feedback, nous, on a pas mal de temps de webinaires, d'ateliers, de choses en plus petits groupes pour tester des choses, effectivement, ou pour partager des outils. Voilà, voilà. Effectivement, le diapo, je pourrais le partager aussi sur Discord pour ceux qui veulent. Voilà, voilà. Bah, écoutez, pour moi, on est pas mal. Yes.
Donc bah, je vais passer la main moi de mon côté, pour ceux qui veulent discuter Discord et sinon je crois que la ça peut être bien de repasser par le salon principal parfois ou par le planning pour voir, la suite et puis je vous souhaite, bah, une excellente continuation, sur la journée, avec plein de belles conférences. Yes, voilà, rendez-vous sur Discord et le salon principal. Bah, bonne journée à tous et puis, à une prochaine, à bientôt.